Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Laurent Guillot, directeur général d'Orpea. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Il y a ce plan de restructuration qui sera soumis au vote des actionnaires la semaine prochaine. Ça nous emmène au 16 juin. Est-ce que vous comprenez que les petits porteurs, les petits actionnaires qui sont déjà rincés aient envie de voter contre, dans la mesure où le plan aujourd'hui de restructuration prévoit une dilution massive, osons le terme, des actionnaires existants? Oui, vous pouvez vous imaginer, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on trouve une solution qui conduit à une dilution massive des actionnaires. La situation de l'entreprise, quand je l'ai rejointe, était extrêmement difficile, avec un montant d'endettement. Il n'y a pas encore un an, mais en juillet dernier, oui. L'endettement était faramineux et il a fallu trouver une solution qui permette la continuité de l'exploitation, c'est-à-dire la continuité de l'activité avec, comme vous le savez, plus de 50 000 résidents qui sont dans nos établissements dans le monde et 200 000 patients qui passent par nos établissements toute l'année, 76 000 collaborateurs dans le monde. La priorité et l'intérêt social de l'entreprise, c'est d'assurer la poursuite de l'exploitation. Et ça a dû passer malheureusement, et ce n'est pas de gaieté de cœur, par une dilution massive des actionnaires pour trouver des actionnaires nouveaux qui veuillent investir et apporter 1,5 milliard de capital à Orpea. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à gagner, les actionnaires existants, en votant en faveur de ce plan de restructuration? S'il fallait, ils vous regardent peut-être, les convaincre, vous leur dites quoi? Parce que les actionnaires sont regroupés notamment, et pas seulement dans l'association dite Adamo, et ils sont vent debout contre votre plan de sauvetage. Ils ont voulu une AG qu'ils n'ont pas réussi à avoir, etc. etc. Non, je crois que la loi, et malheureusement la loi est escalée, elle a changé en 2021 et je pense que c'est quelque chose qu'il faut expliquer de façon sereine et claire. Et la règle de priorité est désormais absolue, c'est-à-dire les actionnaires se retrouvent en dernière priorité et ne peuvent, dans le cadre de la disposition législative actuelle, ne peuvent pas bénéficier, j'allais dire, d'une prime ou de quelque chose qui leur reste de l'entreprise. Les autres créanciers sécurisés, créanciers non sécurisés, sont prioritaires. Bon, je pose une question. Je me suis posé une question en préparant l'interview. J'ai vu que la Caisse des dépôts, les assureurs, la Maïf ou autres qui vont pouvoir souscrire à l'augmentation de capital pourront le faire à 18 cents par action. Vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, hein. Alors que les actionnaires actuels pourront souscrire à 53 cents par action. Pourquoi il n'y a pas égalité de traitement, ce qui est demandé par les actionnaires existants? Alors, ce n'est pas un écart d'égalité de traitement, hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la première augmentation de capital, là on rentre dans des détails extrêmement techniques, la première augmentation de capital, elle est là pour permettre aux créanciers de transformer leurs créances en capital. L'équivalent de combien? 6, 7, 8 milliards, je ne sais plus combien? De 3,8 milliards 3,8 milliards à 30 centimes par euro. Donc l'équivalent de 3,8 milliards sera transformé en 30% de 3,8 milliards en capital. Et le ratio de 30 centimes l'euro que vous voyez là, c'est le même ratio que vous retrouvez entre les 53 centimes et les 18 centimes. Donc il y a égalité de traitement pour vous. Il y a égalité de traitement parce que ceux qui font le backstop, là on rentre dans des termes extrêmement techniques, ceux qui vont garantir l'augmentation de capital, ce sont les créanciers et qui pour 1 euro de créance apportée vont trouver 30 centimes de capital. Bon, qu'est-ce qui se passe, Laurent Guillot, si votre plan de restructuration n'est pas approuvé par cette majorité requise des 2/3 le 16 juin? Dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée et de la nouvelle loi, ce plan sera alors soumis à l'approbation du tribunal de commerce de Nanterre qui pourra approuver le plan en lieu et place de l'Assemblée générale. Ce qui pourrait pour le coup créer une dilution encore plus importante pour les actionnaires existants. S'il n'était pas approuvé, ce conduirait à une dilution encore plus importante. Donc qu'est-ce que vous dites aux actionnaires qui vous regardent aujourd'hui? Je leur dis de décider en leur âme et conscience de l'intérêt de l'entreprise. L'intérêt de l'entreprise, c'est que ce plan, et l'intérêt social de l'entreprise, c'est que ce plan passe et qu'il soit approuvé. Bon, donc quoi qu'il arrive, lors du vote du 16 juin, Laurent Guillot, Orpea passera sous la coupe de ce pool d'actionnaires emmené par la Caisse des dépôts, dans lequel on retrouve la Maïf et d'autres. Je ne dirais pas passera sous la coupe, je pense dire qu'on doit être heureux. L'intérêt social de l'entreprise, la continuité est préservée grâce à des actionnaires de long terme qui viennent là pour appuyer le plan de
refondation que j'ai proposé, qui est celui qui remet au centre de l'activité de l'entreprise Le soin. le soin Et le patient. et le patient. Et c'est ça qui est fondamental. Vous savez, dans les années passées, Orpea s'était transformé un peu trop en foncière et avait perdu de vue l'activité de soins, alors que sur le terrain, nos 76 000 salariés, eux, se préoccupent du soin de nos patients et de nos résidents. Les marges de 26% d'Orpea du passé, c'est terminé, ça. Les marges, dans le plan de refondation que j'ai proposé des marges qui remontent progressivement à partir de l'endroit où on était l'année dernière et pour atteindre 20%. Il faut bien prendre conscience que 20%, et ces marges dont on parle, ce n'est pas des marges net et du résultat net qui va dans la poche des actionnaires. La marge brute. Ces marges-là sont des marges qui servent aussi à payer les loyers des bâtiments dans lesquels nous sommes. Et donc, la résultat net de l'entreprise est en général, et du secteur de façon générale, est beaucoup plus faible que ça. Quand vous affirmez, Laurent Guillot, que la restructuration sera achevée en octobre ou en novembre, concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que les augmentations de capital qui traduiront les 1,5 milliard l'arrivée du groupement se passeront entre octobre, novembre, décembre. Bon. Sur la dette, on en est où? J'étais resté à 9 milliards d'euros. Après restructuration, on passe à combien? À 4? À 5, 5,5, oui, 5, à peu près. 5,5. Donc c'est une très forte réduction de la dette, mais ça sera une entreprise qui sera encore endettée. Grâce aux créanciers qui transforment leurs Grâce créances. aux créanciers qui transforment 3,8 milliards, et puis l'apport de nouveau capital. Et puis malheureusement, il y a un petit peu de dette qui Il en reste combien alors? Sur octobre-novembre, en termes de dette, il en reste combien? À ce moment-là. À la fin d'octobre-novembre, on sera à un ratio d'endettement sur EBITDA qui est autour de 5,5-6. Ouais, alors ça ne me parle pas trop, mais en milliards? Donc en milliards, c'est à peu près un petit peu moins que ça. Je vais vous dire une bêtise, donc je préfère pas vous le dire exactement. On doit être entre 4,5 et 5, mais je ne veux pas faire une bêtise. Mais ce qui fait encore un montant de dette relativement important pour l'entreprise. J'y viens justement. La suite au niveau de la dette, j'imagine que ce sont des cessions d'actifs qui sont programmées, qui sont... On fera des cessions d'actifs immobiliers. On essaye d'en faire, mais évidemment, la situation financière de l'entreprise aujourd'hui nous rend cette cession difficile, puisque quand on nous fait une cession, on le reprend à bail immédiatement. Et donc, le nouveau propriétaire hésite encore aujourd'hui à prendre un bail avec Orpea. Demain, quand nous aurons des investisseurs à notre capital qui seront beaucoup plus solides et une structure financière beaucoup plus solide, nous aurons moins de mal à céder nos murs. Ça ne veut pas dire céder des activités. Dans le même temps, il y a peut-être des pays lointains dans lesquels nous sortirons, ce qu'on a commencé à faire récemment. J'ai vu quoi? J'ai vu Lettonie passer. Exactement. Oui, nous avons un établissement en Lettonie. Bon, c'est pas ça qui va apurer la dette. Ça va pas apurer la dette, mais je pense qu'en termes de concentration managériale et de focus de l'activité, je pense qu'être en Uruguay, en Lettonie, en Chine ou au Moyen-Orient n'est pas la priorité. Notre priorité, c'est de nous recentrer sur quelques pays. Vous sortirez de tous ces pays dans le cœur de l'activité du groupe. Alors évidemment, la France, sur laquelle nous avons un travail gigantesque à faire. Le poids de la France sur l'ensemble du groupe? C'est à peu près 50% aujourd'hui, le poids de la France. Sur les 4,5 milliards de chiffre d'affaires? 50% à peu près, exactement. Et le reste, c'est? Le reste, c'est l'Allemagne, l'Espagne, je parle des grands pays, l'Autriche, les Pays-Bas, donc beaucoup de pays européens. Donc tout ce qui est hors d'Europe, a vocation à sortir. On a des activités, par exemple, en Amérique latine, en Chine. Bon, voilà. ça sortira. On regarde, évidemment, on le fait de façon optimisée, on le regarde au fur et à mesure et de façon de faire, ordonner de façon la mieux possible pour l'entreprise. 2023, Laurent Guillot, c'est l'année du redressement, assurément, pour Orpea, qui a perdu, on le rappelle, 4 milliards d'euros sur des dépréciations comptables très importantes. Encore une fois, c'est l'année du redressement, l'année du retour à l'équilibre, ou c'est encore trop tôt? Ça, je ne sais pas encore, on verra à la fin de l'année, on est un peu trop tôt pour se prononcer. C'est définitivement l'année de la refondation, c'est de remise au carré de l'entreprise. Redressement, je pense que c'est encore un peu tôt pour le dire. Et là, je ne parle pas de résultat net, je parle de l'activité de l'entreprise, du fait de comment l'entreprise opère et est gérée.
Il y a un travail gigantesque à faire de remise au carré, à la fois sur les process, sur les finances évidemment, sur la façon dont les choses sont organisées et fonctionnent. Et ce travail-là, on s'est attaqué depuis 1 an. Il y a des progrès énormes qui ont été faits, notamment avec... Qu'est-ce qui a changé au quotidien, encore une fois? Vous avez été un peu accueillis comme des sauveurs ou pas par les équipes qui, on sait la façon, tout ce qui s'est passé, les intimidations, les couches rationnées, etc. etc. Comment ça a été facile d'embarquer les collaborateurs dont beaucoup ont dû être traumatisés par tout ce qui s'est passé? Moi, je ne nous vois pas comme des sauveurs. On vient là faire le travail qui aurait dû être fait depuis longtemps. Les équipes sur le terrain ont toujours fait un travail, ont toujours été extrêmement engagées. Et il ne s'agit pas pour nous de remettre en cause cet engagement et ce travail quotidien qui est fait. Il s'agit pour nous, pour l'équipe de direction, de leur donner les moyens de le faire de façon plus efficace possible, de telle sorte à ce qu'elles fassent le mieux possible leur travail. Donc on n'est pas des sauveurs, on veut juste faire un travail. Mais vous remettez tout d'équerre, il y a un renflouement, il y a de l'argent, il y a des moyens, il y a de la déontologie, de l'éthique. Ben, tout ça, il faut le faire et il faut le faire de façon extrêmement méthodique, avancée. Qu'est-ce qui a changé? Évidemment, les équipes de direction ont tout été changé quasiment, enfin une grande majorité. On a fait partir près de 50 personnes, on en a fait rentrer plus d'une vingtaine, trentaine de directions. La façon dont on pilote aujourd'hui est différente, la façon dont on interagit avec nos collaborateurs est différente, les moyens qu'on leur donne. On a recruté, on recrute en ce moment entre 400, 500, 600 personnes par mois dans nos établissements. Le taux d'encadrement face aux résidents a monté à peu près de 10% depuis qu'on est arrivé. Mais ça, c'est une partie du chantier à faire. J'ai recruté un directeur médical qui est en train de mettre un projet de soins extrêmement fort pour l'entreprise et qu'on va devoir installer dans chacun de nos établissements au plus près de nos patients et nos résidents, tout en leur donnant le pouvoir localement au directeur d'établissement de prendre les décisions. Ça, c'est une transformation gigantesque qui prendra quelques années. Ok. Et sur l'impact que ce scandale a eu sur l'activité, ça donne quoi sur 2022, sur le taux d'occupation des EHPAD? Voilà, est-ce qu'il a baissé? Est-ce qu'il s'est stabilisé? Est-ce qu'il est remonté? Sur 2022... Au-delà de l'effet d'image, évidemment, qui était désastreux, est-ce que... on a plusieurs effets, en fait. On sortait de la période Covid, ce qui veut dire que les taux d'occupation n'étaient pas déjà très élevés. Et donc, hors France, les taux d'occupation se sont progressivement redressés sur l'année 2022 et continuent à se redresser sur le premier trimestre. Et sur la France? Et sur la France, on a une situation très différente entre les cliniques, là également, qui se sont redressées et qui progressent. Et en revanche, les EHPAD continuent à souffrir de la crise et de la réorganisation qu'on est en train de mettre en place. Et donc, le taux d'occupation a baissé au premier semestre 2022. Et après, c'est plutôt stable, alors nous, on vise à une amélioration. Bon. À quel moment on pourra dire que le scandale Orpea est définitivement, que la page est tournée et tout ça est derrière vous? Ça, c'est pas à moi de le dire. Je pense que ce sera l'environnement général, les pouvoirs publics, les familles, les résidents, qui déjà commencent à voir la différence. Nous dirons à un moment... Il y en a qui sont partis, qui sont revenus? Non, il n'y a pas beaucoup de résidents qui sont partis, même au moment du livre, parce que nos collaborateurs dans les établissements font leur travail avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de courage. C'est des métiers qui ont besoin de revalorisation, qui ont besoin de considération, et il n'y a pas eu de départ significatif. Mais en revanche, les entrées sur le début de l'année 2022, clairement, ont été plus faibles. Non, donc c'est l'histoire ancienne, les couches et la nourriture rationnée, c'est terminé. C'est un truc qu'on ne verra plus jamais chez... Ça, c'est terminé. En même temps, je veux le dire vraiment solennellement, nos équipes n'ont jamais rationné les couches. Qu'il puisse y avoir des difficultés d'approvisionnement à un moment, qu'il y ait eu une pression sur les coûts par l'équipe dirigeante précédente, oui, mais nos équipes n'ont jamais été mêlées à ces questions. La pression donc par les coûts, c'est terminé, ça, pour le coup, chez Orpea? On a une gestion opérationnelle normale. Après, notre objectif, comme je le disais tout à l'heure, c'est de donner les moyens à nos équipes sur le terrain de faire leur travail le mieux possible dans l'intérêt de nos patients et de nos résidents. Il y a une question fondamentale. Je ne pense pas qu'une entreprise puisse être durable, puisse
exister durablement si on ne fait pas notre travail correctement. Nous, ce qu'on essaye de faire et ce qu'on est en train de faire et ce qui est déjà mis en place, c'est de faire notre travail correctement. Avec peut-être en 2024, et on finit là-dessus, un changement de nom pour Orpea. À un moment, je pense que ça arrivera. Ouais. Après, le moment, ce sera le moment quand collectivement... Donc vous y êtes favorable? Je pense que ça arrivera à un moment. Le nom est devenu trop de synonymes de trop de choses pour qu'on n'y pense pas, évidemment. Après, quand, il faudra que l'entreprise soit prête, que les salariés y soient prêts et que nous, on ait le sentiment d'avoir fait tout notre travail et d'avoir suffisamment transformé l'entreprise pour que ça le mérite. Bon, voilà, plein d'étapes à franchir. La prochaine, c'est le 16 juin, avec le vote des actionnaires. Merci de passer nous voir. Donc, Laurent Guillot, le directeur général d'Orpea, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci à vous.